Mes chers compatriotes, nous sommes maintenant dans la fin du mois de janvier 2024 et on voit que la campagne pour les élections européennes commence à s'animer. Notamment, on voit inviter un certain nombre de têtes de liste dans les médias, des grands médias. Bien entendu, je ne suis invité nulle part. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet dans une autre vidéo et sur des mesures très concrètes que nous allons essayer de prendre ensemble pour faire cesser ce scandale démocratique absolu qui est l'interdiction aux partisans du Frexit de pouvoir se manifester, en fait, à l'occasion des élections. Mais ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est que, au moment où s'anime cette campagne pour les européennes, on voit apparaître, de partout, comme les champignons après la pluie, des responsables politiques qui mentent, mais d'une façon assez extraordinaire, d'une façon éhontée, et qui apparaissent tous comme des tartuffes, des hypocrites d'une façon extraordinaire. L'hypocrisie est comme si l'hypocrisie était la mère de toutes les qualités pour devenir un politicien français. Alors, je ne suis pas benet, je sais bien que ça fait des années et des années que les responsables politiques mentent. Bon. Mais là, on a vraiment quelque chose qui est extraordinaire, puisque à quelques jours d'intervalle, ou le jour même, on a des personnes qui, d'un seul coup, les plus grands européistes, qui quand même, d'un seul coup, notamment à cause de la crise des agriculteurs, prennent des positions qui paraissent tout à fait dignes de frexiteurs. Ils sont capables d'absolument tout pour garder leur place et surtout pour enfumer la population, pour que les électeurs votent en méconnaissance de cause. Alors on va regarder ce que j'appelle, en fait, c'est le bal des faux culs. Mais alors, on examine ça maintenant. Alors, premier faux derche de grande magnitude, j'ai parlé d'Emmanuel Macron. Bon, tout le monde sait que c'est un faux derche, tout le monde sait qu'il ment constamment. Je vais pas faire la liste des mensonges qu'il a assénés aux Français depuis 7 ans, parce que j'y passerai des journées entières. Mais rien qu'au cours des tout derniers jours, à cause de la crise des agriculteurs, M. Macron, d'un seul coup, est apparu comme ça, tel une Jupiter, et s'est tourné en disant qu'il demandait au Premier ministre, à M. Attal, de lui faire des propositions concrètes pour régler le problème des agriculteurs. Soit dit en passant, il a fait une conférence de presse il y a une dizaine de jours, et il n'avait pas parlé de l'agriculture. C'est quand même extraordinaire. Pas une seule question ne lui avait été posée par les pseudo-journalistes triés sur le volet qui étaient censés l'interroger de façon pour refléter les inquiétudes des Français. C'est-à-dire que la famille Duhamel au grand complet, Patrice Duhamel, Alain Duhamel, Benjamin Duhamel, Nathalie Saint-Cric, Tati Duhamel, Tonton Duhamel, le petit chien Duhamel, etc., personne n'a moufté pour demander au sujet de l'agriculture. C'était il y a 10 jours quand même. Bon. Et puis d'un seul coup, la France est presque à feu et à sang, avec malheureusement des drames, comme on l'a vu, avec une agricultrice et sa fille qui ont été renversées à un barrage organisé par des agriculteurs et qui sont décédés, par d'ailleurs des fuyards frappés d'une OQTF, c'est-à-dire d'une obligation de quitter le territoire français, qui évidemment n'avaient pas quitté le territoire. Enfin, c'est une espèce de concentré de ce qui se passe, de tous les dysfonctionnements de la société française. Et il y a donc Macron, celui qui répond aux questions pour un champion, mais d'un seul coup, il fait comme s'il ne savait pas ce qu'il fallait faire vis-à-vis de l'agriculture. Et il renvoie la patate chaude au jeune Attal, qu'il traite par ailleurs comme un larbin, en disant « essayez de me trouver des solutions concrètes ». Enfin, c'est vraiment d'une hypocrisie phénoménale. Moi, j'ai tout de suite des solutions concrètes. Elles sont extrêmement simples pour déjà régler le problème. Premièrement, on prend les clauses de sauvegarde. La France décide de prendre des clauses de sauvegarde sur tous les produits venus de l'Ukraine, et notamment les produits agroalimentaires, que ce soit les céréales, que ce soit, par exemple, la volaille et tous les dérivés. On sauve la filière de la volaille. Voilà. Alors évidemment, c'est un acte d'autorité qui est contraire aux décisions de la Commission européenne. Parce que je rappelle que la Commission européenne a suggéré au Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui bien entendu a comme d'habitude avalisé ce que proposait la Commission, de considérer que l'Ukraine est une espèce de membre fantôme de l'Union européenne, c'est que l'Ukraine a le droit d'expédier, d'exporter vers l'Union européenne tous ses produits sans aucun contingentement et sans aucun droit de douane, comme si l'Ukraine faisait partie déjà du marché commun. Alors, cette décision a été prise, est catastrophique. On voit arriver le nombre de poulets ukrainiens de façon calamiteuse. C'est pas à moi qu'il faut la prendre. Je l'ai dit il y a déjà plus de 8 mois ou 9 mois
par une vidéo qui s'appelait « La Mayenne plutôt que l'Ukraine » où je dénonçais ce scandale qui consiste à démantibuler la filière avicole française. Je rappelle que Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui d'ailleurs était présent à la conférence de presse et qui d'ailleurs n'a pas moufté puisqu'il n'y a pas eu de questions sur ce sujet, Marc Fesneau avait renvoyé dans ses buts les représentants de l'association Envol, Association nationale de la volaille, en leur disant ceci qui est extraordinaire, qu'il ne fallait pas envoyer de mauvais messages à l'Ukraine. C'est-à-dire que le ministre de l'Agriculture préfère défendre les agriculteurs ukrainiens, ou plus exactement les oligarques dans l'entourage de Zelensky, puisque l'élevage industriel de poulets est organisé par un oligarque proche de Zelensky, un mafieux, qui s'est fait construire une copie du château de Versailles près de Kiev. Monsieur Fesneau, le ministre français de l'Agriculture, préfère défendre ça plutôt que les agriculteurs français. Voilà. Alors moi, voilà, une première proposition concrète que je dis, c'est que on interdit toute importation agroalimentaire de l'Ukraine, tout de suite. Deuxième proposition que je fais, on arrête tout de suite d'envoyer des dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine. Puisqu'il paraît qu'on n'a pas assez d'argent, on arrête d'envoyer le volume de 50 milliards d'euros qui a été annoncé encore récemment, qui vient en surabondance de tout, qui est envoyé par la Commission européenne à l'Ukraine. La France, elle va en payer là-dedans à peu près 9 à 10 milliards. On dit non. Voilà. Et ces 9 à 10 milliards, d'ailleurs, on pourrait les réorienter immédiatement pour améliorer le niveau de vie de nos compatriotes agriculteurs, mais aussi d'ailleurs d'un certain nombre de professions qui souffrent considérablement de la politique étrangère française. Je pense par exemple à toutes les PME, tous les artisans qui sont obligés de payer des notes astronomiques en matière électrique, d'électricité ou d'énergie plus généralement. Je pense par exemple aux boulangers. Il y a des quantités de boulangeries qui sont en train de fermer parce qu'elles n'arrivent plus à avoir des coûts de revient qui soient compatibles avec le prix de vente de la baguette. Voilà. Voilà, cet argent, plutôt que de l'envoyer à Zelensky pour une guerre qui de toute façon est perdue, voilà une autre proposition concrète. Voilà. Mais j'imagine que monsieur le Premier ministre Attal, qui d'ailleurs n'est que le larbin de Macron, parce que Macron a dit ça en public, mais par ailleurs Macron doit dire évidemment ce qu'il faut faire, c'est que vous allez créer les assises de la boulangerie du XXIe siècle, voilà le Grenelle des agriculteurs en colère, etc. Et puis on va faire des parlottes, et puis on va faire des cahiers de doléances, et puis ci, et puis ça, et puis on va dire on s'occupe de vous, et puis en fait il se passera rien du tout. Donc ça c'est la médaille d'or, puisque c'est du président de la République qu'il s'agit, c'est la médaille d'or du Fauderche. Médaille d'argent, c'est quand même Gabriel Attal en personne, puisque à la demande du président de la République, il a commencé à circuler en France pour aller papoter avec tout le monde, en allant sur le terrain et en disant « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez surtout pas, j'ai bien compris ». Il a annoncé dans le domaine de la santé qu'il allait allonger 32 milliards pour la santé. Alors ça a fait impression auprès des journalistes qui ne sont pas des journalistes, c'est des piscopies médiocres qui ont repris. Le ministre a annoncé 32 milliards. Aussitôt, évidemment, quelques heures après, la profession s'est exprimée, a protesté, a hurlé au scandale, parce qu'il s'agissait de ce qu'on appelle les services votés. C'est-à-dire que c'est de toute façon voté dans le budget, tout simplement pour faire fonctionner le ministère de la Santé. Voilà. Donc M. Attal, mentant effrontément, ou alors, ce n'est pas impossible non plus, ne connaissant rien à rien de ce dont il parle, a cru qu'il allait comme ça annoncer 32 milliards qui n'existent pas. Monsieur Attal, par ailleurs, parcourt la France à la demande de Macron pour aller porter la bonne parole. Il a fait une réunion publique, j'ai vu ça, où il a dit que désormais la feuille de route du gouvernement allait être faite avec les Français. C'est une réédition, c'est la énième réédition du même bobard que l'on nous sert depuis des années. Rappelez-vous les cahiers de doléances, rappelez-vous le grand débat, rappelez-vous le Conseil national de la refondation, rappelez-vous Macron qui allait voir les Français, etc., etc. Qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? Rien. Et pourquoi rien? Parce que nos dirigeants ne sont plus rien, ils ne dirigent plus rien. Ça fait 17 ans que je l'explique. Maintenant, de plus en plus de Français commencent à comprendre
que ça fait 17 ans que je le dis, et que si on avait voté pour moi en 2017, le nombre d'années que nous aurions gagné pour redresser la France, c'est affolant. Donc mais il est jamais trop tard pour bien faire. En fait, continuer à faire confiance à ces escrocs, c'est continuer à faire confiance à des gens qui font semblant de gouverner la France pour le compte des Français, alors qu'ils ne sont que les larbins de Klaus Schwab, de Washington, de Madame von der Leyen, des oligarques, de l'oligarchie euro-atlantiste, c'est-à-dire notamment du club de Bilderberg, etc., etc. Toute cette oligarchie qui a mis en coupe réglée la France. Voilà. Alors Monsieur Attal, donc, est allé raconter ses histoires. On va faire ensemble la feuille de route. C'est honteux. Je rappelle aux naïfs que le gouvernement n'a à peu près plus aucune marge de manœuvre sur rien, puisque tout est décidé ailleurs et par d'autres. D'abord et avant tout par les traités européens, qui fixent toute une série de politiques, en matière agricole par exemple, mais aussi en matière industrielle, en matière judiciaire, en matière d'immigration, en matière de politique internationale, et donc que la France est sommée d'obéir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chaque année, je le rappelle parce que des gens qui me découvrent ne connaissent pas bien nos analyses, c'est-à-dire en fait, c'est pas nos analyses, c'est pas notre point de vue. Je connais des gens qui disent « Oui, mais ça, je ne suis pas d'accord avec vos idées. » Mais c'est pas mes idées, ce sont des faits. Ce que je dis là, ça n'est pas des idées, ça n'est pas une analyse, ça n'est pas un fantasme, ce sont des faits. Les faits, c'est par exemple qu'il y a un article 121 dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui donne à la Commission le devoir, le rôle de fixer à chaque État membre de l'Union européenne une feuille de route, pour parler comme Macron et Attal, qui s'appelle le rapport des grandes orientations des politiques économiques, les GOPE. Chaque année, la Commission européenne publie pour la France, mais aussi pour la Belgique, pour l'Italie, pour la Grèce, etc. La Commission européenne publie ce que le pays en question doit faire, et c'est évidemment cumulatif année après année. Donc la réforme des retraites, le démantèlement de la SNCF, le démantèlement et la privatisation des services publics, la privatisation rampante des retraites, le démantèlement de l'hôpital, l'alignement complet sur la pensée néolibérale, etc. Tout ça est publié chaque année par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Et puis je rappelle également qu'il y a la contrepartie à ça c'est que la Commission donne ses instructions. Et puis, il y a ce que l'on appelle, dans le jargon des initiés, le semestre européen. C'est que, en rapport avec ça, le gouvernement doit présenter chaque année à la Commission européenne ce qu'on appelle le PNR, le Programme national de réforme, où le gouvernement, tel les bourgeois de Calais, qui arrivent et là qui supplient tel ou tel burlin de la Commission européenne, une espèce de petit gommeux encore plus jeune que Attal, et qui doit toiser le représentant du gouvernement français en disant qu'est-ce que c'est que ça, là les retraites, il faut allonger la durée de cotisation, etc., etc. Ce sont des espèces de... C'est incroyable d'ailleurs, puisque je rappelle aussi au passage que les eurocrates bénéficient, eux, d'un système de retraite inouï. Ils prennent leur retraite au bout de 15 ans, voilà, et sans jamais avoir cotisé. Mais enfin, donc, bref. Alors ça s'appelle le PNR. Donc le Programme national de réforme qui dit oui, on va continuer, on va accélérer la réforme des retraites, on va accélérer la privatisation de la Poste, d'EDF, de ci, de ça, la privatisation des barrages, la privatisation des eaux. C'est ça qui se passe dans le dos des Français. Or, qui vous le dit depuis 17 ans ? Qui vous le dit depuis 17 ans ? Je suis désolé, c'est moi, c'est l'UPR. Voilà. Aucun responsable, et je dis bien aucun. Allez regarder du côté de Zemmour ou de Bardella, etc., ou allez regarder du côté de LFI, ils ne le disent pas non plus. Ils entretiennent tous, on va y venir d'ailleurs, l'illusion que, en fait, nous aurions affaire à des dirigeants français qui dirigent. Alors c'est exactement ce que fait Bardella. Il cache aux Français l'existence des traités européens, en particulier l'existence de l'article 121, en particulier l'existence du rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, en particulier l'existence pour les agriculteurs de l'article 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose une agriculture ultra-libérale.
Il cache également le fait que les gouvernements sont, tels les bourgeois de Calais, la corde au cou, sont obligés de présenter leur copie à Bruxelles, qu'on appelle le Programme national de réforme, chaque année. C'est donc le deuxième Fauderche, la médaille d'argent. Et puis après, il y a beaucoup de médailles de bronze, parce que, en fait, tous les responsables politiques en ce moment font assaut de tartufferie. Alors, parmi les tartuffes, je ne sais plus où donner de la tête. Il y en a quand même un qui a particulièrement attiré mon attention ces jours-ci, parce que lui, il a quand même fait très très fort. C'est la tête de liste des Républicains, Monsieur Bellamy. Monsieur Bellamy qui est là, avec son apparence, n'est-ce pas, très respectable, des Républicains qui jouent les philosophes, qui jouent le responsable, etc. En fait, j'ai rarement vu un responsable politique aussi hypocrite. Alors on va regarder ça ensemble. Il y a eu, au cours des derniers jours, en particulier, un vote qui a été au Parlement européen, puisque M. Bellamy est membre du Parlement européen, et les députés ont voté pour ou contre la publication des contrats passés par la Commission européenne avec Pfizer. C'est quand même énorme. Vous savez que c'est un des scandales les plus énormes qui s'est produit au cours des dernières années. C'est lorsque Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a passé des contrats avec Pfizer pour plus de 40 milliards d'euros et avec tout simplement un téléphone portable. Sans que le Parlement européen, sans que les députés européens, les parlementaires européens n'aient pu obtenir ni la composition des injections. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Et ce qu'on découvre aux États-Unis fait froid dans le dos. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Surgeon General de l'État de Floride a demandé l'interdiction des injections ARNM à la Federal Drug Administration des États-Unis. On va vers un scandale mondial sur ces questions. En attendant, les contrats qui ont été signés par la Commission européenne, on ne sait pas quel était le contenu de ce qu'on vous demandait d'injecter dans le corps, on ne sait pas quelles étaient les modalités des contrats, on ne sait pas qui portait la responsabilité en cas d'effets secondaires graves. Il est très probable que Pfizer se soit ingénié pour reporter de la charge sur les États, et pas sur l'Union européenne d'ailleurs, c'est-à-dire sur les contribuables. On ne sait pas quelles sont les modalités de paiement, on ne sait pas quels sont les montants, etc. Donc, il y a eu, heureusement, un certain nombre de députés, de parlementaires qui se sont emparés de la question, notamment pas forcément des Français. En France, je l'ai déjà dit, je souligne parce que c'est vrai, moi j'aime bien la vérité, il faut reconnaître qu'il y a une parlementaire qui est Mme Virginie Joron, qui est membre du Rassemblement national, qui a fait son boulot. Voilà. Donc je ne suis pas membre du Rassemblement national, vous le savez parfaitement. D'ailleurs, on va voir que le Rassemblement national est une bande de faux culs de première. Mais sur ce coup-là, Mme Virginie Joron, c'est quand même quelqu'un qui a fait le boulot. Et justement, elle a suivi ça et elle a dévoilé le poteau rose que personne n'aurait peut-être regardé de près. Eh bien, c'est que on s'est aperçu que, évidemment, tous les députés macronistes ont voté... Enfin, évidemment, ils ont voté contre la publication de ces contrats. On a eu en fait une légère majorité de parlementaires européens qui ont voté contre le fait de transmettre à la population, au peuple d'Europe, le contenu de ces contrats scandaleux. C'est quand même incroyable. Après, on nous dit que l'Europe est fondée sur la transparence, l'état de droit, etc., la démocratie. C'est faux. C'est la pire preuve. Nous avons affaire à une dérive mafieuse et criminelle, et ceux qui ont voté contre la publication de ces contrats, en fait, soutiennent ce système mafieux et criminel. Alors, parmi ceux qui ont voté contre la publication, Renaissance, avec notamment ce groupe qui était dirigé par M. Séjourné, notre brillant nouveau ministre des Affaires étrangères, c'est Mme Loiseau, vous savez, qui est toujours là à donner des leçons de démocratie et à fustiger les complotistes, etc., qui a voté évidemment contre la publication. Mais ce qu'il faut savoir, c'est également tout le groupe LR, et y compris M. François-Xavier Bellamy. Donc M. Bellamy, qui est là, je suis personnellement attristé de savoir que des Français croient que ce monsieur et LR sont des gaullistes,
qu'ils défendent les Français et la souveraineté nationale. Non, non. Maintenant, il y a un sujet majeur. C'est celui de la transparence. Et aujourd'hui, je commence à m'inquiéter fortement, avec d'ailleurs d'autres collègues au Parlement européen, de tous les groupes politiques, à m'inquiéter de l'absence totale de transparence dans ces négociations. On ne sait pas qui a négocié pour le compte de l'Union européenne. Lorsqu'un nom a été révélé par erreur, il s'agissait en réalité d'un ancien lobbyiste de l'industrie pharmaceutique, ce qui est évidemment aberrant. On ne peut pas consulter les clauses de ces contrats, ni connaître les conditions de la discussion sur les montants, ni non plus savoir quelles sont les décisions qui ont été prises pour exonérer éventuellement les laboratoires pharmaceutiques de toute responsabilité en cas d'effets secondaires qui se découvriraient dans la durée. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas du tout propre à susciter la confiance des électeurs, des citoyens dans leurs institutions, ni non plus à susciter la confiance des gens dans le vaccin lui-même. Ce sont des petites frappes, en fait, qui a voté contre la publication. Et pourquoi il a voté contre, d'ailleurs ? Parce que, tout simplement, il fait partie du Parti populaire européen, le PPE, comme Madame von der Leyen. Donc il y a une connivence entre les membres d'un même groupe. Alors évidemment, si Madame Virginie Joron ne s'était pas manifestée, n'avait pas balancé, ce que l'on peut trouver d'ailleurs sur le site du Parlement européen, n'avait pas attiré l'attention en France sur les réseaux sociaux sur le vote de Bellamy et des autres députés, des autres parlementaires des Républicains, ça ne se serait peut-être pas, on n'aurait peut-être pas vu. Mais là, elle a sorti. Alors évidemment, ça a fait une bronca. Il y a quand même énormément de gens qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Bellamy, qu'est-ce que vous faites là ?» Et aussitôt, qu'est-ce qu'il nous a fait, le Bellamy ? Eh bien, il nous a fait une Mélenchon, c'est-à-dire ce que j'appelle une Mélenchon, c'est ce que faisait Mélenchon dans les années 2015, par là, quand il était député européen. Mélenchon s'était fait une spécialité de voter tous les textes, enfin, pas tous, mais dans un certain nombre de cas, il votait des textes conformément aux intérêts des plus grands groupes financiers, etc., c'est-à-dire le contraire exact de ce qu'il aurait dû faire, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il expliquait qu'il s'était trompé de bouton. Alors quand on regarde au Parlement européen, il y a quand même deux boutons très séparés. Il y a le bouton vert et le bouton rouge, pour être quand on est pour ou quand on est contre, le bouton 0 ou quand on s'abstient. Donc il faut vraiment le faire, quoi. Et quand on est un parlementaire chevronné et qu'il y a un sujet qui est éminemment important, on fait quand même attention, bien sûr. Voilà. Donc M. Mélenchon s'était fait cette spécialité de voter ce que souhaitait l'oligarchie, qu'il sert discrètement, et ensuite, devant les protestations, de dire « Ah non, je me suis trompé de bouton, je corrige mon vote ». Et l'arnaque qu'il y a derrière, c'est que lorsque vous corrigez votre vote, vous pouvez le faire savoir, c'est mentionné au procès-verbal, mais ça ne change pas le vote de départ. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire. Il y avait même eu un article de fact-checking à mon encontre sur Libération. Vous voyez d'ailleurs ici les preuves. Eh bien, l'article de fact-checking avait été obligé de me donner raison parce que, ayant été invité à parler à l'époque par Madame Natacha Polony, j'avais fait savoir que Monsieur Mélenchon s'était trompé 266 fois de bouton. Alors, une fois, ça peut arriver, deux fois, 266 fois, là, ce ne sont plus des coïncidences, c'est un système de gestion, c'est-à-dire en permanence se foutre de la gueule du monde et en particulier de ses électeurs. Alors c'est ça que vient de nous faire Bellamy, c'est-à-dire que Bellamy ayant été pris la main dans le pot de confiture, ayant par copinage avec von der Leyen, peut-être, on ne sait pas. La discipline de groupe de LR a peut-être été négociée avec Pfizer. Rien n'interdit d'imaginer qu'on y a pu avoir de la concussion ou de la corruption. Je ne dis pas que c'est sûr, mais je dis que c'est une hypothèse. Et certains qui diront « ça c'est du complotisme », je dis non. Nous ne sommes pas des complotistes, nous sommes des cartésiens. Je rappelle, de plus en plus on nous traite de complotistes, c'est pas du complotisme. On applique la méthode inventée par le grand philosophe René Descartes au début du XVIIe siècle, qu'on appelle le doute méthodique. C'est ce qui a fait la grandeur de la civilisation française et du grand siècle de Louis XIV, excusez du peu, et de la philosophie française. C'est-à-dire le doute consiste comme un esprit qui est bien fait. On ne prend rien qu'on nous dit comme quelque chose de vérité, comme ça, divine. On doit tout exercer ensuite au crible de la raison. Et il n'est pas normal que les Républicains
ait voté contre la publication. Donc si ça n'est pas normal, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est venu modifier le vote naturel qui aurait dû avoir lieu. Alors, monsieur, donc, Bellamy a fait savoir « Non, je me suis trompé de bouton ». Alors j'ai vu que malheureusement, quelques observateurs que j'aime bien, je pense à Yves Pozzo di Borgo notamment, ils ont dit « Ah ben non, on s'est trompé, excusez-nous, monsieur Bellamy, c'est vrai, vous avez fait un amende honorable, puisque effectivement vous avez ensuite changé de vote. » Mais les pauvres, ils sont tombés dans le piège, parce que le changement de vote ne compte pas. Ça ne change strictement rien après coup. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que ça n'était pas une erreur, c'est que tout le groupe LR a voté contre la publication. Donc en fait, il y a non seulement un mensonge, une trahison des électeurs en votant contre la publication, mais ça se double d'une tartufferie en faisant croire aux électeurs qu'en fait, il s'est trompé. Autre chose concernant M. Bellamy, ça vient de se produire tout ça, je ne remonte pas aux calendes. C'est qu'il faut savoir qu'il y a au Parlement européen une députée allemande de la CDU, de la chrétienne démocrate, qui s'appelle Sabine von Hayen. C'est pas von der Leyen, mais c'est von Hayen. Enfin, ça fait quand même, on a l'impression d'être au milieu de la savane, au milieu des hyènes, dans le parc du Serengeti en Tanzanie, parce qu'il y a que des hyènes, en fait. Donc, cette dame, elle s'appelle Sabine von Hayen. Bon. Et cette Sabine von Hayen, elle a pondu une recommandation au Parlement européen sur le réexamen, la réécriture de l'histoire dans les manuels scolaires en Union européenne. Et ça vient de se produire, c'est absolument terrifiant, ce qui a été voté à la majorité des parlementaires européens, je précise. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de reconnaître, en fait, que les peuples d'Europe ont tous les défauts du monde, c'est vraiment pétri d'idéologie woke, hein. Donc tout ce qu'a fait l'Europe est affreux. Voilà. Ça y va, le racisme, le machisme, l'antisémitisme, l'esclavage, le colonialisme, la persécution des minorités, etc., etc., etc. Je ne dis pas que c'est faux. Mais l'histoire de l'Europe ne se limite quand même pas à ça. Et puis, si on veut aller dans ce petit jeu-là, il faut aussi regarder toutes les autres civilisations du monde aux mêmes époques. Hein ? Qu'en est-il du racisme, de l'antisémitisme, de la traite des esclaves en Afrique, dans le monde arabe ? Qu'en est-il de la façon des sacrifices humains dans toute l'Amérique précolombienne ou dans tout le Pacifique Sud ? Qu'en est-il des supplices infligés aux criminels en Chine ancienne ? Enfin, on peut tout déconstruire sur tous les sujets, sur toutes les civilisations. Voilà. Ça ne mène d'ailleurs qu'à quoi ? Ça ne mène qu'en fait qu'à une espèce d'autodétestation qui est d'autant plus grave qu'elle se limite au monde occidental. Et donc, Madame von Hayen, à partir de ce constat épouvanté et épouvantable, sans préciser que l'Europe a également apporté des choses extraordinaires à l'ensemble du monde, notamment les progrès techniques, la philosophie, les sciences humaines, les progrès médicaux, les inventions, les grandes inventions, les grandes découvertes, l'amélioration de la santé des êtres humains, dont bénéficient d'ailleurs à plein justement toutes les autres populations de la Terre. Hein, les antibiotiques, c'est d'ailleurs ce qui explique la baisse relative du poids démographique de l'Europe par rapport au reste du monde. Enfin, l'Europe n'a pas fait que du mal non plus. Hein, moi, j'essaie toujours d'être juste, il faut être juste. Mais surtout, le côté le plus pernicieux, c'est que Madame von Hayen recommande donc, et en conséquence, que dans les livres d'histoire donnés aux enfants des écoles, eh bien, on n'apprenne plus l'histoire nationale, ou très peu, que l'on apprenne une histoire internationale, mondiale, voilà, et que, en gros, on fasse ressortir tous les méfaits de l'Occident. Donc ça sera la première chose. Ensuite, tous les bienfaits de l'histoire européenne, heureusement qu'on a eu Jean Monnet et Robert Schuman pour arrêter ces épouvantables civilisations qui étaient les civilisations européennes. Et puis enfin, un petit reliquat sur les histoires nationales. Voilà. C'est peu dire que c'est un procédé totalitaire qui ressemble à tout ce qu'on a vu dans tous les pays totalitaires. C'est-à-dire une réécriture complète de l'histoire qui est justifiée pour justifier l'idéologie du moment.
Je rappelle que sous Staline, par exemple, sous l'URSS, ou sous Brejnev, c'était encore vrai d'ailleurs jusqu'à Gorbatchev, eh bien, l'histoire russe avait été entièrement revisitée, comme dirait Macron, reformulée pour servir les intérêts et l'idéologie du marxisme-léninisme qui avait pris le pouvoir en 1917. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que un certain nombre des députés de gauche et d'extrême gauche ont voté contre parce que un certain nombre de députés parlementaires de partis de droite avaient fait inscrire parmi les abominations le communisme. Donc il n'y avait pas seulement le nazisme, le racisme, le fascisme, l'antisémitisme, le machisme, etc. Mais il y avait aussi le communisme, et donc ça avait déplu à certains parlementaires de gauche qui avaient voté contre. Mais enfin, au total, parmi les parlementaires français, les Républicains et M. Bellamy s'est abstenu. Voilà. M. Bellamy s'est abstenu. Tous les électeurs qui croient qu'ils votent pour un parti gaulliste, un parti patriotique, en fait, votent pour un monsieur Bellamy, qui a voté contre la publication des contrats entre la Commission européenne et Pfizer. Monsieur Bellamy et les troupes de LR, c'est pas que lui, qui se sont abstenus et qui n'ont pas voté contre un rapport qui prévoit de ne plus parler des histoires nationales, mais de parler désormais de l'histoire internationale et de l'histoire de l'Europe, dénonçant toutes les abominations de la woke culture. Alors après ça, M. Bellamy va aller se répandre sur les grands médias français en se plaignant, en prenant la posture, une espèce de posture un peu néo-versaillaise, un peu conservatrice, regrettant qu'on n'apprenne plus l'histoire, etc. Mais c'est une hypocrisie comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On en avait vu beaucoup, mais là, ça atteint quand même des sommets. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? C'est comme pour l'affaire des contrats Pfizer. Si en fait ils n'ont pas fait ça, ils ont dit que c'est parce que ils voulaient pas voter contre comme les parlementaires de gauche. Enfin, ça c'est des fausses raisons. Fondamentalement, ils ont fait ça pourquoi ? Parce que Madame Sabine von Leyen, comme Madame Ursula von der Leyen, appartiennent l'une et l'autre au Parti populaire européen, c'est-à-dire au groupe du PPE auquel appartiennent les Républicains. Donc si vous ne voulez plus vous faire enfumer, n'écoutez plus du tout ce que dit M. Bellamy, ou M. Ciotti, etc. Ne les écoutez plus, ils vous mentent. Regardez simplement ce qu'ils votent. Comme disait Confucius, le grand philosophe chinois, en moins 500 avant Jésus-Christ, il avait eu cette formule extraordinaire. Il disait « écoutez les paroles, mais observez les actes ». Et lorsque vous avez une différence énorme entre les paroles et les actes, c'est qu'on se moque de vous. Si toutes les personnes qui vont voter pour LR vont voter pour en fait un parti qui appartiendra au groupe du Parti populaire européen à partir de juin 2024 comme actuellement, et qui soutiendra tout ce qui est la démolition de la France. C'est ça la vérité. Troisième exemple de tartufferie incroyable. Monsieur Bellamy a été invité par Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Voilà. Puisque monsieur Bellamy est invité partout, et que je ne suis invité nulle part. Notamment, il n'y aura jamais un débat entre lui et moi, parce que les médias ne veulent surtout pas qu'on débatte pour que je le démasque. Lui comme d'autres, d'ailleurs. Alors Jean-Jacques Bourdin lui a demandé quel était le problème des agriculteurs. D'un seul coup, on a vu M. Bellamy qui était là, se scandalisant de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, un accord effectivement ahurissant que j'ai dénoncé moi-même, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est le pays qui se situe aux antipodes, donc à 20 000 kilomètres de la France, et pour importer, par exemple, de la viande de mouton, ou bien pour importer du lait, ou je sais plus quoi, des céréales, des produits laitiers, c'est ahurissant, du fromage, c'est ahurissant. À une époque où, paraît-il, il faut éviter de produire du gaz carbonique, du CO2, éviter les voyages intercontinentaux, c'est absolument ahurissant. Bon. Et donc, M. Bellamy se scandalise de ça. Oui, mais M. Bourdin aurait pu faire son métier de journaliste. C'est-à-dire qu'il aurait pu lui dire « Mais M. Bellamy, vous nous dites ça, mais le groupe LR auquel vous appartenez fait partie du Parti populaire européen, comme Mme von der Leyen, comme Mme von Leyen. Et 98% de ce groupe a voté pour cet accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Donc vous vous moquez de nous. Parce qu'en fait, LR, dans votre dos, est d'accord avec ça. Alors, on ne va pas multiplier ici à l'infini.
Si on pourrait dire aussi, j'ai vu que M. Bellamy dénonce les normes européennes qui sont scandaleuses vis-à-vis de l'agriculture ici et ça. Bon, il n'a pas tort. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait contre ? Ça fait quand même 5 ans qu'il est à la tête du groupe LR au Parlement européen. Qu'est-ce qu'il a fait contre ? Et est-ce qu'il propose de sortir de l'Union européenne ? Pas du tout, il propose d'y rester. Donc vraiment, j'insiste ici auprès de tous les électeurs des Républicains, ne vous faites pas encore une fois avoir. Je ne voudrais pas d'ailleurs que l'on considère que LR, ça se limite uniquement à M. Bellamy et puis au groupe des députés et des parlementaires européens. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a un certain nombre qui sont là, qui dénoncent les normes européennes. J'ai vu par exemple que M. Vauquier a convoqué récemment le banc et l'arrière-ban d'un certain nombre de chefs d'industrie de sa région. Et il a expliqué les 100 jours, ce que seront les 100 jours après son élection à l'Élysée. Voilà. Que bon, pourquoi pas, il a le droit de candidater. A priori, il n'est pas le favori des journaux. Et d'ailleurs, la presse n'est pas sympathique avec Laurent Wauquiez. Et systématiquement, la presse lui taille des croupières. La presse est beaucoup plus sympathique, bien sûr, avec M. Édouard Philippe ou M. Gabriel Attal, que l'on nous présente désormais comme un nouveau génie. Paraît-il qu'il travaille 47 heures par jour, il ne dort pas la nuit, il n'a pas dormi depuis 2 ans et demi, il travaille d'arrache-pied, c'est un géant, un intellectuel géant. Bon, de mauvaises langues ont fait savoir ici ou là qu'en fait, tous les diplômes dont il s'est prévalu seraient bidonnés. En fait, il n'aurait pas vraiment été diplômé de Sciences Po, il n'aurait pas vraiment fait son master. Tout ça aurait été fait par la bande, un petit peu comme le fils de Madame Oudéa Castéra qui a obtenu des passe-droits pour tirer son épingle du jeu dans cette espèce de parcours du combattant absolument scandaleux qui s'appelle Parcoursup. Bon, je referme la parenthèse. Enfin, en attendant, M. Wauquiez, il est parti en guerre contre les normes. Voilà. Et il fait partie de ces responsables politiques pour répondre à la colère des agriculteurs qui font comme si l'Europe n'était pas pour grand-chose et que c'était d'abord et avant tout le problème des normes, les normes de l'État, et on s'attaque à l'État, on s'attaque à Macron, on adopte une espèce de myopie volontaire, c'est-à-dire que on ne voit pas trop loin, on s'attaque uniquement au gouvernement français et à l'État comme si il n'y avait pas de problème avec l'Europe. Alors, j'en profite à ce propos pour signaler que l'écrasante majorité des normes excessives que nous avons, elle vient d'abord et avant tout de l'Union européenne. On a une avalanche de normes européennes dans tous les domaines qui fait que beaucoup de Français se disent « il y en a marre des énarques, des technocrates », mais c'est pas les énarques, c'est pas les technocrates. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de souligner que dans le gouvernement Attal, il n'y a plus que 2 énarques. Parmi tous les membres, tous les autres, ce sont des non-énarques. Donc on peut plus dire que les énarques sont au pouvoir. Eh bien, en fait, c'est d'abord et avant tout notre appartenance à l'Union européenne qui est cachée de façon délibérée pour ne pas avoir à répondre à la question fondamentale, est-ce que oui ou non, il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro. D'ailleurs, M. Wauquiez n'est pas seul. Il y a un autre responsable politique en ce moment là qui va voir les agriculteurs. J'ai cité M. Dupont-Aignan. M. Dupont-Aignan qui a annoncé qu'il allait faire une liste. Hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. M. Dupont-Aignan, sur ce coup-là, est constant depuis des années. J'espère quand même que tous ceux qui m'ont critiqué parce que je ne voulais pas faire de rapprochement avec M. Dupont-Aignan, maintenant, je note qu'il n'y a plus de critique parce que les gens ont bien compris que je n'ai aucunement la même politique, je ne propose aucunement la même politique que M. Dupont-Aignan puisqu'il veut rester dans l'Union européenne. Il l'a encore confirmé il y a quelques jours. Donc voilà, nous respectons notre parole. Nous respectons ce que nous avons dit aux Français. Nous respectons tous les gens qui ont fait confiance à l'UPR. On ne va pas faire alliance avec Pierre-Paul Jacques, qui est favorable à l'Union européenne. Alors, M. Dupont-Aignan, eh bien, il nous a fait le même coup que Wauquiez. Il allait voir les agriculteurs en se plaignant des normes, mais sans rappeler particulièrement que la construction européenne, l'Union européenne, était à l'origine des problèmes. Donc j'insiste ici auprès de tous les électeurs des Républicains, ne vous faites pas encore une fois avoir. Ne tombez pas dans les panneaux de ces sirènes
qui vous mentent. Une sirène, vous savez, c'était un animal mythique là, qui essayait d'attirer les marins, les faire sombrer dans les océans. N'écoutez plus ces gens qui vous mentent pour être réélus, puisqu'une fois élus, ils vont faire exactement le contraire de ce que vous croyez qu'ils vont faire. Alors, ça serait exagéré que de faire porter l'opprobre uniquement sur les républicains, parce qu'alors, des faux culs, il y en a des quantités astronomiques, ailleurs aussi. On va essayer d'en passer en revue. J'ai parlé du Rassemblement national tout à l'heure, en disant la vérité, c'est que je pense qu'ils ont une bonne députée, qui est Madame Virginie Joron. Bon. Mais le reste... le reste. J'ai vu que le Rassemblement national a lancé une campagne que vous allez voir ici, où on voit M. Macron avec Mme von der Leyen, et en disant c'est à cause d'eux, qu'il y a ci, et qu'il y a ça, donc tout y passe, hein, sur tous les sujets. Bon, très bien. Mais c'est de la publicité mensongère. Puisqu'en fait, sur les réseaux sociaux, où les électeurs qui voient ça, ils se disent « Ah ben, le Rassemblement national, quand même, ils nous défendent, ils dénoncent ça. » Oui, mais ils dénoncent quoi, en fait? Ils proposent de rester dans l'Union européenne. Ils ne dénoncent rien du tout. Et d'ailleurs, les attaques sont des attaques fallacieuses, puisqu'ils dénoncent l'entente entre Macron et Mme von der Leyen. D'accord. Mais demain, avant Mme von der Leyen, c'était Juncker. Avant Juncker, c'était Romano Prodi. Avant, il y avait eu Jacques Delors, il y avait eu Barroso. Mais tout ceci, ça avait mené à quoi, en fait? C'est la même chose. Et demain, après Mme von der Leyen, ça sera je ne sais pas qui, ça sera la même chose. Et du temps de François Hollande ou de Sarkozy, c'était pareil. Et lorsque demain, ce sera peut-être M. Attal ou M. Bardella, en tout cas, c'est ce que l'oligarchie veut nous imposer, ce sera pareil. C'est-à-dire que le Rassemblement national, comme tous ceux qui veulent enfumer les électeurs, s'attaquent non pas aux causes, mais aux conséquences. C'est-à-dire qu'ils dénoncent des conséquences, mais sans préciser les origines. Et en restant dans le cadre de l'Union européenne. Le caractère faux cul également du Rassemblement national, on l'a vu au moment le 17 octobre dernier, au moment où le Parlement européen a voté pour ou contre le fait d'envoyer 50 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine. À ce gouvernement Zelensky ultra corrompu. Et les armes, dont on sait d'ailleurs qu'une partie se retrouve ensuite dans les mains du Hamas dans la bande de Gaza, circulent dans tout le Moyen-Orient, sans doute dans les banlieues. Alors, je rappelle que lors de ce vote qu'il y a eu le 17 octobre dernier, normalement le Rassemblement national aurait dû voter contre les 50 milliards d'euros. En tout cas, si nous avons des députés UPR le 9 juin prochain, à commencer par moi, je peux vous dire, et les 17 ans qui viennent de s'écouler sont là pour témoigner que je ne vous tromperai pas, puisque je ne vous ai pas trompé dans l'adversité, je ne vais pas vous tromper à partir du moment où j'aurai un poste de député qui me permettrait enfin de dire ce que je pense. Ben, si nous avons des députés, nous voterons contre les 50 milliards d'euros. Alors qu'a fait le Rassemblement national? Il s'est abstenu. Exactement comme M. Bellamy s'est abstenu sur l'affaire du rapport de Mme von Leyen. Est-ce que c'est normal de s'abstenir là-dessus? Non. C'est absolument anormal, parce que les 50 milliards d'euros, il y en aura 9-10 milliards qui vont être payés par les contribuables. C'est une honte. C'est une honte que le Rassemblement national n'ait pas voté contre ça. Le Rassemblement national, par ailleurs, je le rappelle, ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Mais en revanche, il a des bonnes fées qui essayent de le faire croire. J'ai vu notamment, vous l'avez vu, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, que lors de la conférence de presse, M. Macron n'a pas arrêté de taper sur le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il lui a rendu service. Et ma crainte, et ce contre quoi je me bats, parce que je ne suis pas là pour craindre, vous me direz, c'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est surtout et avant tout le pays de l'appauvrissement collectif. C'est le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. Puis la deuxième chose, c'est le parti du transformisme. C'est-à-dire qu'il y a
6 ans et demi, il était pour sortir de l'Europe et de l'euro. Et maintenant, il est pour y rester, mais pour ne plus en respecter les traités, comme l'extrême gauche. Même programme. C'est le Frexit caché. C'est vraiment une collusion. Parce que lorsque Macron tape sur le Rassemblement national, qu'est-ce que se disent les Français qui suivent la politique de loin et qui ne supportent plus Macron? Ils se disent, tiens, alors s'il tape sur le RN, je vais voter le RN, justement, pour l'emmerder, puisque lui veut nous emmerder. Imaginez, par exemple, que M. Macron, au lieu de taper sur le Rassemblement national pendant la conférence de presse, imaginez qu'il ait dit « Alors, il y a un parti qu'il faut absolument bloquer, c'est l'UPR, parce qu'eux, ils sont en partisans du Frexit, alors que le Rassemblement national veut rester dans l'Union européenne, et puis ils soutiennent l'Ukraine. Donc, surtout, il faut absolument pas voter pour l'UPR. » Mais si Macron avait dit ça, je peux vous dire que nous, on aurait eu des milliers, des dizaines de milliers d'adhésions. Donc on voit bien qu'il y a une collusion parfaite entre Macron, Mme Le Pen, Bardella et Attal. D'ailleurs, Bardella a été reçu par Attal. Paraît-il que ça s'est très très bien passé. Ils sont allés prendre le thé ensemble. Moi, je n'ai jamais été invité ou reçu par Macron ou par Attal. D'ailleurs, si j'étais invité, je n'irais pas. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors là, je viens de parler du RN, mais il y a une autre liste qui est dans le sillage du RN, c'est la liste de Mme Marion Maréchal. Et de M. Zemmour, qui est derrière la liste de Reconquête. Je voudrais ici souligner quand même le caractère absolument hypocrite aussi de Mme Marion Maréchal, puisque elle a découvert, figurez-vous, il y a une semaine, elle a découvert ce que je dis depuis longtemps, en tout cas j'ai fait une vidéo il y a 1 mois et demi sur le sujet. Mme Marion Maréchal a découvert qu'il y avait une commissaire européenne de nationalité suédoise qui s'appelle Ylva Johansson, et la Commission européenne ont décidé depuis longtemps, mais c'est maintenant parfaitement annoncé, présenté, assumé, expliqué, de faire entrer 3,8 à 4 millions de nouveaux migrants par an dans l'Union européenne. C'est-à-dire, en gros, la population française de nouveaux migrants en l'espace de 16 à 17 ans. Voilà. Alors, je l'ai dénoncé dans une vidéo. J'ai dénoncé le fait que le problème de l'immigration, de l'afflux massif de migrants, une majorité de Français maintenant dit stop. En fait, ce n'est pas le problème de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine ne représente que 10%. Le gros de l'immigration, c'est l'immigration légale, avec des droits de séjour qui sont donnés par les 27 États. J'explique ça. Et d'un seul coup, on a vu Mme Marion Maréchal s'emparer du sujet et elle explique, elle prend l'air de la personne qui a une idée extraordinaire, alors qu'elle n'a fait que finalement piquer ce que j'avais expliqué. Mais enfin, tant mieux, les bonnes idées doivent être reprises. Et donc elle explique que la Commission européenne veut faire entrer 4 millions de nouveaux migrants par an, que c'est scandaleux. Voilà. Mais ça s'arrête là. Et elle conclut avec Reconquête, avec Zemmour et avec moi, nous dirons non à ça, nous combattrons ça. Elle ment. Parce que même si elle le fait, elle fera une Mélanie 2.0, puisqu'elle reste dans l'Union européenne. Elle reste dans ce système d'asservissement où nous ne pouvons plus décider, puisque c'est décidé par 27 États et en fait par une oligarchie qui tient la Commission européenne. Ce que ne dit pas Mme Marion Maréchal, pas plus que M. Bardella, ou pas plus d'ailleurs qu'à l'extrême gauche ou chez LFI, c'est que on ne peut pas... C'est un tout, la souveraineté nationale. On ne peut pas dire qu'on va rester dans l'Union européenne, qu'on va rester dans l'euro et que l'on ne va pas appliquer la politique migratoire. Pourquoi on ne peut pas le dire ? Parce qu'à supposer qu'on le veuille le faire, d'abord il y a la menace de la Cour de justice de l'Union européenne, mais il y a aussi d'autres menaces, des petits coups de fil, ou tout simplement des menaces discrètes. Par exemple, la Banque centrale européenne pourrait faire savoir que si la France n'accepte plus des nouveaux migrants dans le cadre de l'espace Schengen, eh bien la BCE arrêtera de faire du rachat sur le marché secondaire des obligations du Trésor français. Et donc on verra d'un seul coup flamber les taux d'intérêt sur la dette française et le gouvernement français acculé à la faillite accélérée. C'est de ça qu'il s'agit.
Hein. C'est-à-dire que si l'on veut récupérer sa souveraineté en matière migratoire, il faut également récupérer sa souveraineté en matière monétaire. Il faut également récupérer sa souveraineté en matière politique. Voilà. Et d'ailleurs, ce que je dis est tellement vrai que c'est ça qui vous explique pourquoi Madame Meloni, après avoir fait une campagne en 2022 qui était contre l'immigration, sur le blocus naval, les fuori stranieri, etc., on l'était présentée comme la petite fille ou l'héritière présomptive de Mussolini. En fait, il s'est passé quoi ? Non seulement elle s'est complètement pliée à l'oligarchie, mais elle a annoncé que pour 2024, l'Italie allait accueillir 500 000 nouveaux migrants. Elle n'a pas besoin de vous dire que les électeurs italiens sont absolument furieux. Ces électeurs à elle sont absolument furieux et se disent « Mais comment se fait-il ? On a été dupés, trompés. » Ben oui, voilà. Hein, parce que la vérité, elle n'est pas partielle. La vérité ne peut pas mentir. Hein. Soit vous êtes dans le domaine de la vérité, soit vous êtes dans le domaine du mensonge. Et lorsque l'on vous dit on va rester dans l'Union européenne, mais on va lutter contre l'immigration, on n'appliquera pas les directives de Schengen, on n'appliquera pas les directives de la Commission européenne, vous mentez aux gens parce que vous ne leur dites pas que la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne ont des moyens de rétorsion immédiats sur la politique du gouvernement français qui font plier les gouvernements. Alors ça n'est pas tout. Parce que, encore une fois, le bal des faux culs s'étend à tout le monde. Si on se déporte un petit peu vers... je vais pas trop parler de Renaissance, parce que bon... faut reconnaître un truc à Renaissance, c'est qu'au moins ils jouent un petit peu franc jeu. Voilà. Ils sont pour la destruction de la France, ils sont pour l'alignement complet sur les États-Unis d'Amérique, pas sur les États-Unis d'Amérique, sur l'État profond américain et le Parti démocrate. Hein. Parce que là, ils sont les premiers à aboyer devant la perspective que Donald Trump revienne à la Maison-Blanche. Ce sont en fait des petits larbins de l'État profond américain, de la petite oligarchie qui tire les ficelles à Washington ou bien à Davos avec le World Economic Forum ou bien à Bilderberg. C'est ça en fait, le Renew Europe. Hein, voilà. Et donc, on a vu que justement, je crois que c'est Monsieur Séjourné qui a fait une attaque contre le Rassemblement national en disant que le Rassemblement national, c'était le Frexit en souriant. Alors ça, c'est extraordinaire aussi. C'est-à-dire que vous avez le ministre français des Affaires étrangères qui fait croire par une déclaration de cette nature aux Français qu'en fait, le Rassemblement national serait favorable au Frexit. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que le Rassemblement national n'a pas protesté. Donc il y a une véritable mise en scène assez calculée qui permet au Rassemblement national de dire non, nous sommes contre le Frexit, on reste dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN, on soutient l'Ukraine, tout ce qu'a dit Bardella. Mais en même temps, on laisse une petite musique pour dire non, mais en fait, n'en pensez pas moins, ils vont les faire pour le Frexit. Tout ça, l'objectif étant surtout d'empêcher qu'une force réellement d'opposition pour le Frexit se développe, c'est-à-dire la nôtre. Mais bon, laissons Renaissance, je veux dire, les gens qui vont voter Renaissance, il n'y a plus rien il y a plus qu'à tirer l'échelle. Je veux dire, il y a un socle incompressible de 15 à 20% de Français qui voteront de toute façon pour le parti au pouvoir, qui sont d'une totale irréflexion ou bien qui ont un intérêt financier personnel. Voilà. Mais je ne m'adresse pas en fait ici aux Français qui votent depuis 7 ans et demi pour Macron et pour le gang qu'il a installé. S'ils ne voient pas de leurs yeux même que la France est en train d'être détruite, on ne peut plus rien, ni vous ni moi, on ne peut plus rien pour eux en fait. Hein. Mais on va un petit peu vers la gauche et on en arrive à M. Glucksmann. Alors Raphaël Glucksmann fait l'objet d'une promotion en ce moment extraordinaire. On le présente, il y aurait une dynamique incroyable, j'ai vu qu'il a fait des tweets, il a fait une réunion publique à Bordeaux, il a dit qu'il avait 800 personnes, plus une deuxième réunion dehors, non, je vais aller regarder, il y avait un petit peu de monde, mais enfin il y avait 250-300 personnes. C'est-à-dire à peine plus, en fait, que moi, quand je suis allé dans le Var, à Fréjus, il y avait 350 personnes, et c'était des vraies personnes. Donc je sais ce que c'est qu'une jauge de 300 personnes. Voilà, donc quand il dit 800 personnes, c'est faux. Voilà, et puis dehors, il y avait 80 personnes. Bon. Donc tout ça, ça à la limite, c'est du péché véniel. En revanche, ce
qui est intéressant avec Raphaël Glucksmann, c'est de noter qu'il est quand même le candidat de l'oligarchie, puisqu'il est constamment promu, avec des sondages extraordinaires. J'ai vu des sondages qu'il donnait à 10%. C'est-à-dire que depuis, il est quand même le candidat officieux du Parti socialiste. Quoi qu'on ne sait plus très bien où il est, c'est place publique. Bon, c'est une espèce de sous-traitance, hein, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que c'est le Parti socialiste qui aurait fait une externalisation en ayant recours à un sous-traitant qui s'appellerait place publique, que l'on sort comme ça d'un chapeau. Je rappelle que Raphaël Glucksmann, il a évidemment droit à sa vie privée, mais enfin, il est un peu embêtant que sa femme soit Léa Salamé, qui tient salon à la télévision. Donc on est dans un mélange des genres absolument inadmissible, où vous avez des responsables politiques dont le conjoint occupe des fonctions dans les médias. Ça pose un véritable problème. On a vu d'ailleurs aussi ces jours-ci la même chose avec la responsable du service politique du Monde, qui vit avec un des principaux collaborateurs de M. Attal à Matignon. Voilà, on est dans une situation de mélange de plus en plus intime entre la sphère politique et la sphère journalistique, évidemment au détriment du rôle de contre-pouvoir et de quatrième pouvoir que devrait exercer le journalisme. Alors, Monsieur Glucksmann, il a le droit de changer d'avis, mais il n'a pas le droit de mentir. Or, il veut se faire passer pour une espèce d'homme de gauche combattant le libéralisme. Sauf que, en 2006, il avait été candidat pour Alternative libérale, qui était un truc ultra-libéral. Alors vous allez me dire, en 18 ans, il a le droit de changer. Je suis d'accord. Sauf qu'il n'a pas le droit de dire que c'est faux. Il n'a pas le droit de dire qu'il n'a jamais été à Alternative libérale. Regardez ce petit montage. Je reviens du Figaro, 3 questions rapides. En matière de traçabilité, est-ce que vous nous avez fait pardonner Alternative libérale de 2007 je crois que vous étiez candidat, non? Vous avez été en tout cas engagé. Non, moi j'ai jamais eu ma carte, ni j'ai été candidat, ni rien. J'ai participé à un débat organisé par Alternative libérale sur la politique européenne. Alors, je vais passer la parole à Raphaël Glucksmann, qui sera candidat pour Alternative libérale, et qui va nous parler de notre engagement en termes de politique étrangère. Raphaël. Bonjour. Donc, moi j'ai toujours été séduit par la philosophie libérale, mais je n'ai jamais connu d'engagement militant sur le terrain politique. Je me suis engagé que dans des associations. Et je vais vous expliquer brièvement pourquoi est-ce que j'ai été intéressé par ce mouvement et par cette candidature. Voilà, donc en fait, monsieur Raphaël Glucksmann a un rapport particulier avec la vérité. Alors encore une fois, il y a des années, on peut dire qu'il a pu changer d'avis. Oui, mais monsieur Raphaël Glucksmann, il faut regarder son pédigré. En fait, monsieur Raphaël Glucksmann, il est tellement proche des intérêts américains que certaines mauvaises langues pourraient se dire qu'il a peut-être des relations avec les services d'influence américains. Je rappelle qu'il a été pendant plusieurs années un des conseillers du président de Géorgie qui s'appelait Saakashvili, qui était une crapule finie, qui d'ailleurs a été ensuite poursuivie, dont la femme était plus ou moins ukrainienne, avait été arrêtée à une frontière avec des centaines de milliers de dollars. Ensuite, ce monsieur qui était un agent américain, Saakashvili, est devenu ministre ukrainien. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Si vous regardez les prises de position de Raphaël Glucksmann dans tous les domaines, il s'agit de coller le plus possible à toute la géopolitique de l'État profond américain et accessoirement de l'État d'Israël, puisque tout homme de gauche qu'il soit, il a soutenu la politique d'extrême droite du gouvernement Netanyahou d'une façon extraordinaire, sans jamais émettre quand même la moindre réserve. Voilà, pour dire non, ça va, Israël a le droit à la protection, Israël n'a pas le droit au carnage et à la vengeance. On aurait pu imaginer que ce soit le genre de propos qu'il tint. Ça n'est pas le cas, ce qui lui vaut d'ailleurs une très forte opposition, une très forte inimitié d'un certain nombre de responsables de la gauche, notamment du côté de LFI. Voilà. En attendant, on a affaire à quelqu'un qui est un ultra européiste et qui se plaint que la France n'en fait pas assez pour l'Ukraine. Voilà, donc il faut bien comprendre que les gens qui pensent que M. Raphaël Glucksmann serait un intellectuel comme ça qui chercherait le bien des Français, non, pas du tout. Il ne cherche pas du tout le bien des Français. Il cherche que la France devienne
un satellite encore plus ligoté que maintenant aux intérêts géopolitiques américains. Portons-nous vers la gauche de M. Glucksmann, on en arrive à LFI. Alors LFI, là aussi, c'est ce bal des faux culs, parce que je vais citer un exemple assez extraordinaire. J'ai vu que, ces jours-ci, Madame Manon Aubry, qui est pour l'instant pressentie comme étant la tête de liste pour la liste LFI. Et Mme Manon Aubry a fait des déclarations là, sur Europe 1 en expliquant que les députés LFI s'opposeront à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Plus qu'on on a une petite menace dont on n'a pas parlé. Oui. Là, la moitié des poulets que nos gamins ils mangent à l'école, ça vient d'Ukraine. Aux portes de l'Union européenne. Donc non seulement on est vulnérable parce qu'on importe des produits de l'autre bout du monde à cause des accords de libre-échange, mais en plus, les importations de poulets et d'œufs ont été multipliées par 2 depuis l'Ukraine, alors que le coût de production, il est 75% inférieur. Roch, quelle Donc est c'est la pour ça que mesure ? l'Ukraine, c'est aussi un vrai sujet, et c'est pour ça que nous, on s'opposera à ce que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, sinon ça rendra vulnérables nos agriculteurs. Et non seulement on ne recevra plus de 11 milliards d'euros de la PAC, là, mais ça ira tout à l'Ukraine. Fort bien. Voilà, qui est une déclaration que j'apprécie, parce qu'en tout cas, c'est ce que nous ferons si nous avons des députés. On s'opposera bec et ongle à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais là où il y a un petit truc qui cloche, c'est que le 17 octobre dernier, lors de ce fameux vote dont je parlais tout à l'heure, où il a été question d'envoyer 50 milliards d'euros à l'Ukraine, et où le Rassemblement national s'est abstenu. Mais je signale qu'à cette occasion, les députés LFI, Mme Manon Aubry en tête, ont voté pour. Ils ont voté pour les 50 milliards d'euros à l'Ukraine, le soutien à l'Ukraine, etc. Alors, comment peut-on vouloir une chose et son contraire ? Puisque ces 50 milliards n'étaient que les énièmes versements de toute une pensée géopolitique qui déverse des dizaines, des centaines de milliards d'euros et d'armements à l'Ukraine dans la perspective de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Donc c'est vraiment se moquer du monde que de dire qu'elle va s'opposer à l'entrée de l'Ukraine, puisqu'elle participe au contraire de tout ce qui favorise l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et puis accessoirement, je l'ai dit déjà tout à l'heure, ces 50 nouveaux milliards vont coûter à la France peut-être 8, 9 ou 10 milliards aux contribuables français. C'est de l'argent que l'on pourrait donner, par exemple, pour remonter le niveau de vie, par exemple, des agriculteurs, des boulangers, des artisans qui souffrent de l'augmentation du prix de l'électricité, et puis pour donner aussi un petit coup de pouce supplémentaire au niveau de vie des enseignants, par exemple, hein, qui en a bien besoin, ou également à améliorer un petit peu les conditions de travail dans les hôpitaux. Il y en a bien besoin également. Donc, en fait, je rappelle aussi que LFI ne propose nullement de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Voilà, je vais terminer ce petit tour d'horizon en allant voir la tête de liste du Parti communiste français, un certain Léon Desfontaines. Le Parti communiste français avait décidé de choisir ce monsieur Desfontaines qui a 28 ans pour être l'alter ego de monsieur Jordan Bardella. Ils avaient le même âge. Donc dans leur calcul de communication, c'était de la com en fait. On en est réduit à ce que le Parti communiste français, l'héritier du grand Parti communiste qui était normalement d'inspiration marxiste-léniniste, maintenant ils font de la com. Et donc l'objet, c'était d'avoir les deux de 28 ans, Bardella, Desfontaines, comme si ils allaient s'opposer. Sauf qu'évidemment, l'arrivée de Attal vient perturber le jeu et que le jeune monsieur Desfontaines va être passablement hors jeu. Alors, je ne le connais pas. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer dans des débats Fabien Roussel, dont j'avoue, moi je dis toujours ce que je pense, dont j'avoue que je l'ai trouvé plutôt assez sympathique, en fait. Je trouve qu'il est un homme sympathique, humainement en tout cas. Il y en a d'autres, c'est pas du tout agréable. Et ce monsieur Desfontaines, j'ai vu que il avait défendu, il y a quelques années, je crois, d'une motion à l'intérieur du Parti communiste français pour réclamer la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. En tout cas, la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Donc j'ai trouvé ça plutôt, évidemment, sympathique. Et donc je me sens un peu des atomes crochus avec ce jeune homme que je ne connais pas. Mais
Mais force est de constater que la motion n'a pas été adoptée, que le Parti communiste français, il défend une ligne où le Parti communiste français reste dans l'Union européenne, dans l'euro. Ça veut donc dire que, je suis désolé de le dire pour ce jeune responsable, ça veut dire que il a endossé lui aussi le bal des faux culs, puisque dans le fond, il doit penser la même chose que nous. Il veut sortir de l'UE, mais il doit se dire oui, mais pour des raisons politiciennes et ci et ça. En fait, et on va faire le contraire de ce qu'on pense. Voilà. Alors, je terminerai ce long panorama de la société française et de ce que j'appelle ce bal des faux culs que l'on voit, par un petit mot quand même sur EELV, Europe Écologie Les Verts, qui a décidé de changer de nom, comme vous le savez, et qui s'appelle désormais les écologistes. Voilà. Ça prouve d'ailleurs au passage qu'ils ont dû se dire que porter comme ça en bandoulière le mot Europe n'était pas très vendeur. Voilà, donc ce sont des grands pro-européens, mais enfin ils s'accommodent quand même avec les nécessités du marketing politique, et donc ils ont remballé la nomination Europe pour s'appeler les écologistes. Bon, alors eux, là aussi, on a affaire à un summum de tartufferie dans tous les domaines. J'ai vu par exemple que Julien Bayou, qui était le principal responsable de ce mouvement, en tout cas celui qui était médiatisé, qui a été remplacé par Madame Martine Tondelier. J'ai vu que M. Julien Bayou, là, ces jours-ci, à la télévision, s'expliquait soutenait les agriculteurs, etc. Mais enfin bon, il faut savoir que le problème des agriculteurs, c'est aussi le fait qu'ils sont constamment la cible d'un certain nombre de militants de EELV. Il faut reconnaître qu'il y a un problème de fond dans la société française. C'est que l'on a des mouvements en France qui veulent transformer l'agriculture française en une espèce de laboratoire pur et parfait où il n'y aurait jamais de produits phytosanitaires, de produits chimiques, on ne devrait pas avoir recours, par exemple, au glyphosate, etc. Et donc, ils poussent pour qu'on ait une réglementation très sévère. Pourquoi pas, d'ailleurs, hein. Moi, je suis de ceux, je n'apprécie pas particulièrement les légumes gavés, les légumes aux OGM, les légumes gavés d'engrais, de pesticides. Hein. Je suis comme tout le monde, et il m'arrive, quand je fais les courses, d'aller au rayon bio. Donc pourquoi pas? Mais là où il y a un problème, que ne dit pas EELV, plus exactement les écologistes ayant perdu l'Europe, ce qu'ils ne disent pas, c'est que on impose une réglementation française draconienne, mais en même temps, comme dirait Jupiter, en même temps, par notre appartenance au marché européen, au marché unique, prévu par le traité de Maastricht, on est obligé, au sens fort obligé, c'est tenu par la loi, hein, obligé. On est obligé de laisser entrer en France des produits, notamment des produits végétaux ou des produits agroalimentaires, qui n'ont pas subi des réglementations aussi draconiennes, par exemple sur le glyphosate. On arrive donc à cette situation, ça a fait scandale récemment, où la Commission européenne a prorogé pour 10 ans l'autorisation du glyphosate. C'est un exemple parmi d'autres de cet engrais qui est très contesté et qui pourrait avoir des effets nocifs sur notamment le corps humain. Notamment tous ces pesticides, tous ces engrais sont peut-être en partie responsables de la baisse de fertilité des Français que Macron a lui-même évoqué comme sujet lors de sa conférence de presse. Mais il faut bien comprendre que la réglementation qu'on impose aux agriculteurs français ne s'impose pas aux autres et qu'on est obligé d'accepter des produits fabriqués dans d'autres pays de l'Union européenne ou même à l'extérieur à l'issue de ces contrats intercontinentaux comme avec la Nouvelle-Zélande, où là, ils ont le droit de vendre des produits qui sont gavés de glyphosate. Et c'est incroyable. Donc les agriculteurs ont raison. Ils demandent ce qu'ils appellent une clause miroir. Ils demandent ce qui est le simple bon sens. OK, vous nous interdisez le glyphosate, mais il faut l'interdire pour tout le monde. Parce qu'il ne faut pas faire venir des produits qui sont évidemment bien, avec une plus grande productivité parce qu'ils utilisent ce genre de produits phytosanitaires, de pesticides et d'engrais, etc. Ils sont cultivés dans des pays où le niveau de vie est beaucoup plus bas. À ce moment-là, vous êtes en train de tuer l'agriculture française.
Donc nous sommes d'accord, mais pour qu'il y ait une concurrence libre et non faussée. Or ça, jamais les écologistes n'en s'emparent de ça, puisque par ailleurs, ce sont les grands adorateurs de la construction européenne. Voilà tout le problème de ces écologistes qui se rendent compte maintenant que la France est à feu et à sang. Ils commencent, comme beaucoup d'autres, à se rendre compte que si l'agriculture française décroche, le pays, alors là, vraiment, risque l'effondrement général. Voilà, on en est là. Hein. Je rappelle que la France, désormais, est devenue un pays qui importe, qui est devenu un pays importateur de produits agroalimentaires, ce qui est un scandale absolu, parce que pendant 2000 ans, la France était un produit, j'exagère un peu, mais était un produit exportateur de produits agroalimentaires. Il y a eu des disettes ici ou là, je ne vais pas remonter toute l'histoire, mais enfin, disons, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 50, la France était un pays exportateur de produits agroalimentaires. Voilà. Donc on est face à un véritable problème de fond. Les écologistes, c'est peu dire qu'ils sont complètement à côté de la plaque, par exemple, pour répondre aux soucis des agriculteurs. Et même en plus, il faut reconnaître aussi chez les écologistes une pointe de ce qu'ils refusent, de ce qu'ils dénoncent chez tout le monde, alors que là, ils sont les premiers concernés, une pointe de ce que l'on pourrait appeler un racisme anti-agriculteur. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'eux qui comptent, que leur vision du monde qui compte, et ils ne se rendent pas compte de la précarité dans laquelle vivent un certain nombre, beaucoup d'agriculteurs français, du service fondamental qu'ils rendent à la nation, à l'identité nationale. Et donc il faudrait de temps en temps que les récriminations de Madame Sandrine Rousseau et autres baissent de quelques bémols. Voilà ce que j'avais à dire sur ce bal des Tartuffes, sur ce bal des faux culs. Voilà. C'est sans cesse, on va avoir ça au cours des mois, des semaines et des mois qui viennent. J'essaierai de temps en temps d'attirer votre attention sur les cas les plus flagrants. Mais je voudrais conclure tout ceci en disant que pourquoi tout ça prolifère en fait ? Pour trois raisons fondamentales. La première, c'est que les journalistes, pour la plupart d'entre eux, ne font pas leur travail. Leur travail, c'est de ne pas accepter qu'un responsable politique mente effrontément. Voilà. Lorsque, par exemple, M. Bellamy part en guerre contre l'accord avec la Nouvelle-Zélande, M. Bourdin aurait dû dire « Arrêtez, M. Bellamy, de vous moquer de nous ». Le groupe PPE auquel vous appartenez a voté pour. Lorsque M. Bellamy donne des leçons sur « il faut réapprendre l'histoire de France », il faudrait dire « M. Bellamy et LR, arrêtez de vous moquer de nous ». Vous vous êtes abstenus sur cette proposition du Parlement européen absolument scandaleuse qui vise à transformer complètement l'enseignement de l'histoire en France selon les critères de la woke culture. Voilà. Que M. Bardella, lorsque Mme Marion Maréchal s'emporte contre l'Union européenne, il faudrait quand même qu'il y ait un responsable politique qui dise « Mais comment vous conciliez ça avec le fait que vous voulez rester dans l'Union européenne ?» Et puis lorsque M. Bardella dit il faut vivement le 9 juin qu'on ait plus de députés, un journaliste digne de ce nom demanderait à M. Bardella « Au fait, quel est votre bilan, M. Bardella, au Parlement européen ?» Tout le monde sait qu'il était à peu près jamais là et qu'il ne faisait pas grand-chose. Et il n'était pas le seul. Lorsque LFI dit qu'il va s'opposer à l'entrée de l'Ukraine, un bon journaliste aurait dû demander à Mme Manon Aubry, mais Mme Manon Aubry, vous êtes d'accord pour subventionner pour des dizaines de milliards d'euros l'Ukraine pour qu'elle entre dans l'Union européenne et maintenant vous dites que vous ne voulez plus qu'elle entre ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bref, ça c'est le problème numéro 1. Les journalistes devraient faire leur métier qui consiste à poser, quel que soit le responsable politique, des questions assez incisives. Ah. Quand moi j'ai été invité, alors les questions incisives, j'avais que ça. J'avais que ça, et même c'était pas des questions incisives, c'était des accusations pures et simples, complotistes, conspirationnistes, etc., pour se moquer de moi. Bon, en gros, les journalistes sont de parti pris. C'est le problème numéro 1. Le deuxième problème sur lequel s'épanouit ce bal des faux culs, eh bien, c'est que, justement, ceux qui pourraient apporter la plus forte contradiction sont interdits d'antenne. C'est mon cas. Voilà. Donc c'est très simple, effectivement, de permettre à des gens le mensonge de proliférer, puisque le responsable politique, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui pourraient peut-être intervenir, pas beaucoup d'autres, en fait.
il pourrait intervenir. Et moi, j'ai derrière moi 17 années, 17 ans de combat où je dis depuis 17 ans ce qui se révèle être la vérité, la réalité. Tout le monde le voit maintenant. Donc normalement, dans une véritable démocratie, les médias devraient se battre pour m'inviter. D'autant plus que je fais des millions de vues sur Internet. En fait, je suis interdit. Donc ça, c'est le deuxième point. On ne met pas en face de ces responsables politiques qui mentent quelqu'un qui soit capable de leur tenir la dragée haute et de leur répondre, de les sommer de répondre à leurs mensonges devant l'opinion publique. Et puis le troisième phénomène également, c'est que justement, il n'y a plus de débat. Quand j'étais jeune, dans les années 1970, 80, il y avait ce qu'on appelait des débats politiques à la télévision ou à la radio. On faisait débattre des responsables politiques entre eux. On avait par exemple quelqu'un du Front National qui débattait contre quelqu'un de l'UDF, qui débattait contre quelqu'un du Parti Socialiste, qui débattait contre quelqu'un du Parti Communiste Français. Et donc dans ces débats qui parfois étaient assez virils, en tout cas assez, même s'il y avait des femmes, ça pouvait être ce qu'on appelle des combats virils, enfin il y avait parfois des véritables empoignades qui se produisaient, les Français pouvaient se faire un jugement. Alors que maintenant, ça n'existe plus. Ça n'existe quasiment plus, les débats. Maintenant, il y a un système nouveau qui s'est imposé depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. C'est ce que j'appelle le système des silos à grains. C'est-à-dire que l'on invite un responsable politique qui peut débiter tout et n'importe quoi, sans contradiction. Alors, a fortiori, si c'est un Macron, Attal, ou quelqu'un qui est bien vu par le système, il n'aura pas de contradiction. Donc, l'auditeur ou le téléspectateur, il verra ça, et puis il ne saura pas, lui. Parce qu'il faut se mettre à la place du Français, de monsieur ou madame tout le monde. Les gens, ils ont leurs préoccupations quotidiennes, qui sont d'ailleurs de plus en plus inquiétantes, avec la montée de l'insécurité, la baisse du niveau de vie, les problèmes de scolarisation des enfants, le sentiment que le pays se dégringole dans tous les sens. Donc les gens, le commun des mortels, n'a pas les outils, la connaissance des dossiers qui permettent de savoir quoi répondre face à quelqu'un qui ment effrontément. Lorsque des gens, par exemple, disent « Oh là là, les Britanniques, il y en a 80% qui refuseraient, qui, si c'était à refaire, voteraient contre le Brexit », c'est une manipulation de l'opinion publique. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Ceci est fondé sur des sondages bidouillés, publiés par un seul journal qui s'appelle le Guardian, tous les 6 mois, avec un seul organisme d'institut de sondage qui s'appelle Opinium, dont le directeur général est un anglo-américain qui travaille à la Harry Truman School dans le Missouri. Et que ces sondages sont absolument bidouillés. Et qu'en réalité, si vous regardez les grandes données macroéconomiques, vous apercevez que l'Angleterre et le Royaume-Uni se portent mieux que la France. Et d'ailleurs, toutes les perspectives vont vers une croissance du Royaume-Uni supérieure à toutes celles des pays de l'Union européenne. Mais ça, pour dire ça, il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui sache opposer ça et qui soit invité dans les médias. Alors moi, je ne suis pas invité, ça règle le problème. Mais en plus de ça, si même j'ai été invité, on ne me confronterait pas à quelqu'un. Donc, il n'y a jamais ces confrontations qui existent et qui permettraient justement de faire apparaître devant les Français. Les Français, ils écouteraient l'un et puis l'autre. Et comme le disait ma pauvre grand-mère, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Ben voilà. C'est-à-dire qu'on entend la cloche de M. Glucksmann, et puis 3 jours après, on entend la cloche de M. Bellamy, et puis 3 jours après, on entend la cloche de M. Bardella, puis la cloche de Mme Aubry, et puis voilà. Et puis, en fait, les Français, tout est fait pour qu'il n'ait pas un jugement éclairé. Tout est fait pour qu'il n'ait pas un jugement intelligent. J'ai déjà expliqué dans des conférences antérieures, le mot intelligent vient du latin inter, legere, legere, faire le lien, inter, entre des choses. On ne peut avoir un vote intelligent que si on est capable de faire le lien et de comparer les programmes différents et que quelqu'un soit là pour expliquer là où il y a une embrouille, là où c'est flou, là où il y a un loup. C'est l'objet de la vidéo que je viens de vous présenter. Comptez sur moi au cours des semaines et des mois qui viennent pour tout faire pour aider mes compatriotes à ne pas se laisser une nouvelle fois manipuler et enfumer
par cette espèce d'abjecte balle des faux culs qui a détruit la démocratie française. Vive la République, à bas l'Union européenne et vive la France.